Merci Christian Poussac d'être venu aujourd'hui, puisque Christian Poussac a arrêté un travail de recherche, mais il nous a fait le plaisir de venir jusqu'à nous. Et vous allez voir, ce qu'il va nous raconter est extrêmement intéressant. Merci. Je dois dire que je suis très impressionné. Bon, d'abord, je voudrais évidemment remercier les organisateurs, Moïse, Pierre Ducany et tous les autres de cette association en Europe. Et puis, pour la chaleur de leur accueil. Et puis, je voudrais aussi un peu m'excuser par avance auprès de ceux et celles qui me connaissent, étant donné que ça fait 6 ans qu'on m'a désactivé. Et ils entendront donc rien de neuf, de très neuf de ma part. À vrai dire, j'ai l'impression d'être un peu comme ces colonels à la retraite qui inondent les plateaux de télévision pour parler d'une guerre qu'ils ne font pas. Voilà. Mais sachez que vous retrouvez pour moi un très grand plaisir. Voilà. Le but de mon intervention, c'est qu'est-ce qu'en gros l'iconicité représente pour les langues. Et donc je vais commencer par la cétogénèse, c'est-à-dire la façon de la naissance, le acte de naissance des langues des signes. En insistant d'abord sur le fait que les langues des signes sont les seules langues au monde dont on connaît et dont on peut encore observer les étapes de constitution. En ce qui concerne la première étape, il faut imaginer un enfant né ou devenu très précocement sourd dans un environnement exclusivement entendant. Cet enfant, comme tout être humain, dispose de capacités cognitives remarquables, comme l'a montré Piaget. Il peut imiter, il sait montrer, il assimile de nouveaux savoirs, les accommode à de nouveaux objets. Il est à même de représenter par analogie conique des scènes, des personnages sur des supports dimensionnels. Il est doté de capacités mémorielles considérables. Il dispose, comme tout être humain, d'une aptitude au méta, ce que certains linguistes appellent la réflexivité. Et cela suffit à faire le lien maître de langage sans avoir à postuler une grammaire universelle et unique. Mais comme il est sourd et que l'essentiel de ce qui se dit dans son environnement passe par une langue vocale, il ne peut accéder pleinement à une communication linguistique avec ses semblables entendants, base essentielle de la socialisation dont il a tellement besoin. Alors comment s'y prend cet enfant pour entrer dans une communication et des échanges qui sont accessibles et qui est la condition indispensable à son développement psychique et psychique? Cette première étape qui constitue l'origine du langue des signes est émergente et est bien documentée, notamment ici, Fanny vous en reparlera. L'enfant, en exploitant la ressemblance entre ce qu'il dit corporellement et ce qu'il cherche à dire, ancré dans le monde perceptivo-pratique, parvient à se faire comprendre de son entourage. Et si l'entourage accepte l'offre de l'enfant, et que cet enfant l'offre, et qu'il s'en empare à son tour, eh bien l'échange linguistique devient possible. Alors on assiste alors à la naissance d'une langue des signes émergente, dont cet enfant est le créateur principal. On sait aussi que si l'entourage entendant refuse l'offre, ce qui arrive aussi, et il n'y a pas si longtemps, il arrivait quand les parents rencontraient des spécialistes qui leur disaient surtout pas de signes, l'enfant arrête, et c'est très, très triste, le processus créatif. Et cela nous confirme par la même occasion qu'on ne crée pas une langue pour soi seul. Les deux étapes suivantes sont encore plus documentées. Le hasard des rencontres fait que ces individus sourds, ces enfants sourds, devenus adultes, ayant eu le même vécu, peuvent être amenés à se rencontrer et à former une micro-communauté de personnes sourdes. La troisième étape est le passage institutionnel que l'on connaît bien à partir de l'expérience éducative de la découverte. Si j'ai insisté surtout sur la première étape, c'est pour pointer le fait qu'au départ de toute langue des signes, l'iconicité, l'exploitation de la ressemblance est une voie de passage obligée, une nécessité, et que cette iconicité, en tant qu'unique recours possible, est en premier lieu une stratégie communicative. Les seuls cas de figure où cela ne s'est pas passé en principe sont les enfants sourds et les parents sourds,
Mais fatalement, les parents eux-mêmes, ou bien les grands-parents, ont vécu cette situation. Bon, à partir de maintenant, je vais abandonner la généricité de mon propos pour me consacrer à la langue des signes française essentiellement. Alors, l'iconicité de la langue des signes française. Alors, j'ai dit d'abord que c'était une nécessité pour les langues des signes émergentes, en ce qui concerne les langues des signes émergentes, et je vais d'abord dire que la langue des signes, l'iconicité de la langue des signes française, quand je l'ai rencontrée dans les années 70, 1970, là, c'était un constat. Un peu plus de 2 siècles après la VTP, donc on est à la fin des années 70, enfin au milieu des années 70, la linguistique a commencé à s'intéresser aux langues des signes, surtout aux États-Unis et aux États-Unis dès 1960. En France, les écoles ont plus beau interdire la pratique de cette langue que l'on n'appelle pas encore LSF, mais qu'on va bientôt appeler LSF. Les communications en signes à l'école, puis dans les foyers et dans les autres lieux de rencontres associatives de communication en signes, dans le monde des sourds vont bon train. Je vais d'abord parler de la grande iconicité, qui se rapproche de l'iconicité humaine. Alors, dans les années 70, la doxa linguistique de l'époque, qui était très phonocentrique, voulait que l'iconicité des éléments lexicaux qui entachent les langues des signes soit condamnée à disparaître. On verra plus en détail ce point par la suite. Reste que de nombreuses séquences en langue des signes, ASL compris, ne passent pas par un lexique. En France, on était quelques-uns à nous être rendus compte à ces temps. Le petit groupe qui, dès 1976, se réunissait à Paris dans les locaux de l'INJS pour suivre les premiers cours de LSF, de langue des signes, apprenait chaque semaine des signes par dizaines. Un an plus tard, c'était plus d'un millier de signes que nous avions à notre actif, parce que je faisais partie de ce groupe. Malgré notre toujours très grande difficulté à communiquer avec les sourds, on était devenus ainsi de véritables petits dictionnaires vivants de la langue des signes, parce qu'on ne connaissait que le lexique. À tel point qu'un sourd, je me souviens, qui était excellent signeur, m'avait demandé un jour comment on dit framboise en LSF. Je m'en souviens plus. Bien sûr, je l'avais dit. Bernard Motel, qui faisait partie du groupe aussi, voyant que le cours touchait à sa fin, demandait régulièrement à notre enseignant sourd: ah ben, savoir, frère Joanny, si vous nous racontiez une petite histoire en LSF. Alors, frère Joanny s'exécutait volontiers, et ce qu'il nous racontait n'avait aucun rapport avec les signes que nous avions appris. Et puis, il y a aussi toutes ces rencontres fortuites entre sourds français et sourds étrangers, auxquelles on assistait, et qui semblaient se comprendre facilement, sans recourir à des éléments lexicaux. Alors, tout ça était très, très intriguant. J'avais aussi demandé à des sourds qui venaient de voir le film de Kitty de leur raconter un groupe de sourds qu'ils n'avaient pas vu. Et Marie-Thérèse, ici présente, s'en souvient, parce que dans sa narration remarquable, très peu de lexique et beaucoup de séquences très imagées, que j'arrivais sans trop de problème à comprendre. Un peu plus tard, à la fin d'un colloque sur l'enseignement de la langue des signes française, le responsable du colloque a demandé si les participants, c'était en 1980, c'était le colloque du Bourbon. Le responsable du colloque a demandé si les participants voulaient venir sur l'estrade raconter quelques histoires. Et c'est là que Louis Boucheron s'est porté volontaire. Pour la plupart, c'était des histoires de son cru. Il avait inventé. Ces narrations comportaient une infime quantité de signes lexicaux. Et pourtant, on comprenait aisément cette histoire, bien qu'elle fût complexe. Plusieurs personnages, un enchaînement rapide et cohérent de scènes, et puis une chute finale inattendue et drôle. Tout cela semblait extrêmement élaboré, bien que sans recours presque à des signes lexicaux. J'ai voulu alors voir si l'on pouvait dégager des structures récurrentes dans ces discours très imagés, en y adjoignant des narrations provenant d'autres informateurs, ainsi que des descriptions de lieux, des récits de vie ici. Effectivement, on pouvait démontrer que ces narrations, ces descriptions étaient très structurées, et j'ai appelé ces différents types de structures de grande iconicité, et ce qui a abouti à un inventaire de 3 grands types de structures qui ont été dégagées.
Ces structures, je les ai appelées transferts, parce que résultant d'une mythosicisation de l'expérience perceptivo-pratique, transférée corporellement et linguistiquement, car ce sont bien des structures linguistiques, dans l'espace de signation. Alors d'abord des transferts de forme et de taille, puis des transferts situationnels et des transferts personnels. Ces transferts pouvaient se combiner entre eux, donnant lieu à des structures plus complexes que j'ai inventoriées, principe de Marianne, comme par exemple les doubles transferts, un transfert situationnel combiné avec un transfert personnel. En poussant plus loin l'analyse, on découvrait que ces structures de transfert étaient elles-mêmes composées d'éléments minimaux porteurs de sens. Les fameux paramètres de formation définis, configuration, orientation, mouvement, emplacement. À la différence près que ces éléments étaient en structure de grande diversité porteurs de sens, c'était donc des morphèmes, et non chez Stocky, puisque les travaux de Stocky ne portaient que sur les unités lexicales, et donc il les assimilait à des phonèmes. J'ai inventorié la liste de ces éléments minimaux porteurs de sens, en particulier les configurations des mains, appelées proformes. Aller plus bas dans la description, comme proposer une phonologie, entre guillemets, ne va pas sembler pertinent, étant donné que l'on avait affaire à des éléments minimaux non réalisables isolément et se présentant comme de constantes formes sens. Ces structures de transfert, dont la durée de réalisation était pratiquement équivalente à celle des signes lexicaux, pouvaient correspondre, paradoxalement, une fois traduites en langue vocale, à des phrases complexes. Donc, je continue cette typologie d'iconicité de la LSF. On a parlé de la grande iconicité, et maintenant, je vais parler d'iconicité lexicale. Alors, en ce qui concerne le lexique, les lexèmes, la doxa linguistique, qui était venue des États-Unis à la suite d'une article célèbre de Nancy Frischberg en 1975 sur l'arbitraire et l'iconicité dans les langues des signes. Eh bien, dans cet article, il disait que leur iconicité, non contestée toutefois, était en cours de disparition et que bientôt les signes allaient évoluer vers des formes non iconiques, où les travail sur la SL allaient évoluer vers des formes non iconiques, où les traces d'iconicité allaient progressivement disparaître. Je n'ai pas vraiment prêté foi à cette étude, dans la mesure où le corpus sur lequel se basait Nancy Frischberg n'était pas un corpus homogène. Une comparaison entre les photos des signes, il s'agissait d'une comparaison entre des photos de signes datant du début du XXe siècle avec des signes actuels des années 1970 pris dans le vif du discours. On sait par exemple que la prise de signes isolés, hors de tout contexte, par exemple sur des photos, sur des dessins, génère une exagération du mouvement. J'ai fait alors l'hypothèse, à partir de création de nouveaux signes, que nombre d'entre eux avaient comme point de départ des structures de grande iconicité et qu'ils s'économisaient, se lissaient automatiquement par l'usage en tenant compte de leur fréquence et de leur coût articulatoire, tout en conservant un quantum d'iconicité suffisant. Et si plusieurs néologismes entraient en concurrence, celui qui était retenu était celui qui avait une bonne forme, c'est-à-dire qui ne contrevenait pas à certains principes, une trop grande étrangeté ou à une difficulté articulatoire ou perceptible. Ainsi, un signe doit avoir un début et une fin, ce qui se vérifie en analysant des corpus pris dans le vif du discours, image par image. Le temps d'une ou deux images, on voit, il n'y a pas d'effet de flou. Le signe présente une image nette. Alors voilà par exemple un exemple, le signe linguistique au départ, comme il était. Linguistique. Vous voyez que son caractère ondulatoire dans un plan horizontal n'a pas véritable de fin marquée. Et bien ça s'est résolu dans les mois qu'on suit, avec par ceci, que vous connaissez tous maintenant, la fermeture du point à la fin du signe. Ça s'est résolu donc par cette fermeture du point et ça passe du même coup de l'idée de survol à l'idée de saisie. Bon, à la liste, quelqu'un qui saisit les gens,
Bon, ceux qui me connaissent le savent, mais vous allez me dire que j'ai toujours défendu l'idée que les enfants n'apprenaient pas par règle, comme le théorise des grammaires génératives, sauf à passer au niveau métalinguistique. Et dans cet exemple, ce ne sont pas des règles prescriptives, ce sont des règles proscriptives, ou si l'on veut, des contraintes, comme le postule par exemple les théories de l'humanité, notamment phonologique. Mais entre nous soit-il, la linguistique fonctionnelle ne disait pas autre chose avec Henri Frey, il y a 100 ans, avec la grammaire des mots. Puis ensuite avec André Martinet dans l'économie des changements phonétiques. J'ai toujours été surpris par cet acharnement contre l'iconicité du lexique, sous prétexte que l'iconicité des signes, leur compression, ne permettrait pas aux locuteurs sourds d'atteindre le même degré d'abstraction que les auditeurs, avec une langue vocale. Donc, vous savez, j'ai rencontré dans le cours de ma vie beaucoup de lourdeaux non iconiques entendants et beaucoup d'iconiques sourds plein de finesse et de subtilité. J'ai aussi croisé des jeunes sourds éduqués dans le cadre d'écoles bilingues qui étaient des champions en mathématiques. C'est donc un postulaire totalement gratuit qui a fait beaucoup de mal et aux sourds et aux langues des signes. C'est un postulat qui a été véhiculé par l'éducation oraliste et les éducateurs oralistes. Le problème, c'est que les linguistes ont emboîté leur pas. Alors, on vient sur l'iconicité, il ne faut jamais oublier que donc, le recours à l'iconicité est en premier lieu déterminé par une stratégie communicationnelle, ainsi que c'est un cas particulier de raisonnement analogique. Ce dernier est très fréquent dans les interactions en langue vocale. Là, je vous parle donc de l'iconicité diagrammatique. C'était lexical. Oh là là, j'ai sauté une page. Mais non. Bon. Donc, il y a bien. Là, je commence donc sur l'iconicité diagrammatique, qui est le troisième type d'iconicité. Alors, c'est un type assez fréquent dans les interactions en langue vocale. Par exemple, Foucault est un linguiste cognitiviste, a donné cet exemple qui est devenu célèbre. Le serveur de restaurant voit le type qui a pris une omelette partir sans payer. Et il dit l'omelette est partie sans payer. Bon, et ben c'est ce même principe analogique qui est à l'origine des métaphores et des expressions figées, comme voir rouge ou prendre les jambes à fond. On sait que sur ce plan, la LSF n'est pas en règle. Voyons un exemple en LSF. L'inventivité des jeunes sourds dans les écoles où n'existait pas la pratique de l'alphabet dactylologique comme l'école de Metz. Vendredi se disait ainsi. Comme ça. Après enquête auprès d'anciens élèves, notamment Jean-Claude Poulain, le signe initial représentait des tranches de poisson côte à côte servies obligatoirement tous les vendredis au réfectoire. Donc un signe que Jean-Claude m'avait présenté comme ça. Au départ, c'était ça. Et puis, pardon. Et puis petit à petit, ça s'est lissé économiquement. Cette main-là est tombée, enfin bon, et c'est devenu ceci. Donc, on peut penser au départ à un transfert de forme, succession de formes plates, dans un contenant à forme circulaire et plat, qui a évolué économiquement vers une forme monomanuelle et qui intègre par son caractère ondulatoire, bien que beaucoup moins avancé, le sémantisme du signe poisson. Maintenant, je vais vous parler de l'iconicité diagrammatique et de la syntaxe. Donc, on vient de voir deux types d'iconicité. La grande iconicité, proche de l'iconicité d'image, où la représentation linguistique peut aller jusqu'à correspondre par feuilletage. Tu n'as pas compris, donc je vais me faire encore plus iconique. Donc, par feuilletage, point par point, avec la réalité référentielle. Puis l'iconicité lexicale, souvent issue de structures de grande iconicité, où celle-ci, par lissage économique, s'est peu à peu dégradée.
On va voir à présent un troisième type d'iconicité très présent dans les signes français, à savoir l'iconicité grammatique. Celle-ci est aussi bien présente dans les langues vocales et a été abondamment étudiée, en particulier par les grammaires cognitives. Alors qu'est-ce que c'est que l'iconicité grammatique? Comme son nom l'indique, elle relève d'un raisonnement analogique et se résume dans une présentation de type diagramme, soit par exemple, mois par mois, une étude scientifique qui porte sur la fluctuation sur une année des températures, et il est possible d'en donner une représentation au moyen d'un support donné où la hauteur mensuelle correspond à l'élévation ou l'abaissement moyen environ. Il s'agit donc d'un transfert schématisé d'un univers réel des degrés de chaleur dans un univers représentationnel où la hauteur en surface pour chaque mois correspond à l'abaissement ou à l'élévation environ. En représentation linguistique, ce phénomène est très attesté et a été bien étudié pour les langues vocales dans des domaines comme la possession, l'indication du pluriel, partification de l'exemple, par exemple, dans le cadre des schémas actentiels, dans la représentation de la temporalité. Ainsi, un grand nombre de langues vocales dans le français, parce que conceptuellement la représentation de la temporalité est plus complexe et plus tardive que celle de la spatialité, les éléments propres à l'expression de la spatialité sont projetés comme transférés dans le domaine de la temporalité pour pouvoir la représenter linguistiquement. Ainsi, en français, ce sont bien un grand nombre de prépositions spatiales acquises par l'enfant qui vont servir à marquer le temps comme avant, après, qui sont des prépositions spatiales, à, de, vers, dans, depuis, jusqu'à, etc. Il est d'ailleurs impropre pour le français d'appeler cela, pour ce qui est plus tard de l'expression de temporalité, d'utiliser le terme d'iconicité grammatique, puisqu'il s'agit en fait d'un raisonnement analogique. Il faudrait bien appeler réécriture dans un domaine cible. Réécriture d'utilisation de prépositions spatiales dans le domaine cible qui est le temps, mais qui n'a rien d'iconique. Mais comme je vous l'ai dit, l'iconicité est un cas particulier d'analogie. Et en LSF, cette analogie est bien iconique, diagrammatique, parce que le canal visuo-gestuel permet d'analogiser iconiquement, puisqu'il est spatialement tridimensionnel. Ainsi, des schémas actentiels où les relations agent-patient ou agent-bénéficiaire sont iconicisés par la direction, orientation et mouvement de l'unité verbale, direction qui, par ailleurs, dépend du sémantisme du verbe, ce qui, soit dit en passant, montre bien à quel point cette forme d'iconicité est évidemment linguistique. Alors on connaît, hein, je te dis, tu me dis, et puis mouvement inverse, je t'invite, tu m'invites. Hein, où c'est l'agent, c'est l'ordre, l'ordre agent-patient est inversé. Ce qui fait d'ailleurs que, par nature, en raison même du canal, il est absurde de parler d'une voix passive en LSF. De même, pour l'expression de la temporalité. Alors là, c'est un peu génie de la représenter par deux lignes spatiales indiquant le temps. Une ligne temporelle qui dépend du temps zéro de l'énonciation et qui est construite dans l'axe sagittal. Et une ligne temporelle du plan de l'énoncé, indépendamment du temps de l'énonciation, construite dans l'axe horizontal. Une fois ces lignes de temps discursivement construites, nul besoin pour la LSF de grammaticaliser par une marque temporelle comme futur ou passé. La temporalité du verbe. Il suffit de plonger le verbe dans la ligne temporelle qui vient d'être construite, ainsi tirer d'un corpus de Bouchereau. À cette époque-là, en 1970, les sources se fréquentaient régulièrement et c'était dans l'ordre normal des choses. Alors 1970 a été posé là, ici. Les sourds se fréquentaient à cette époque-là, régulièrement, c'est donc répété, c'est l'aspect, et en même temps, il fait cette mimique
qui est une mimique de normalité que l'on peut traduire, c'était normal comme ça, c'était dans l'ordre normal des choses. Et puis ce magnifique exemple que j'ai aussi retrouvé dans le même corpus du Chauveau, il parle de sa visite à Galaudet, et puis ils sont très déçus parce que il y a eu une journée consacrée au cube speech. Alors ça n'a pas plu du tout aux sourds français qui étaient présents, puisque le cube speech n'était pratiquement pas utilisé en France à ce moment-là. Et je dis donc créer une référence temporelle, c'est-à-dire une borne, pour dire que le lendemain, eh bien, alors demain c'est comme ça, hein, dans l'axe de l'énonciation, et là, il veut dire le lendemain de cette journée moche sur le cube speech, eh bien, les choses se sont arrangées. Et borne temporelle de cette journée, le signe de demain qui est pris comme le lendemain de cette journée. Alors maintenant, je vais parler de l'approche sémiologique, qui est l'approche qui caractérise un peu, on va parler de modèle sémiologique, c'est pas un modèle, c'est une approche, hein, qui caractérise un peu l'ambiance linguistique à Paris. Bon, vous savez, n'avez pas imaginé par rapport à ce que je viens de dire, que tout, pour moi, tous les sources, sans bouleversement. À cette époque, on était en 1979. Et Harry Markowitz et moi, on animait dans le cadre de l'ALSF, l'Académie de la langue des signes française, un atelier de réflexion, hein, entre guillemets, sur ce qui étaient les objectifs de la linguistique, qui est une discipline très en pointe, alors par exemple, ça a beaucoup changé, et les méthodes d'investigation qu'elle avait mises au point. Un groupe de jeunes sourds, mais on était tous jeunes à l'époque, hein, on en compris, venaient régulièrement assister à nos ateliers. Les séances étaient un peu chaotiques, Marie-Thérèse s'en souvient. Des fois, on avait l'impression qu'on avançait, des fois, on se disait qu'on faisait du surplace. Et lors d'une séance, le groupe sourd avait dérivé vers les différentes façons dont se diffusait la lumière. Et une multitude d'exemples très iconiques étaient venus illustrer leur discussion. Alors, Harry et moi, on s'était regardés, en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous fout? De quoi il retourne? Et on a fini par poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ces exemples? Et Christian Bourgois nous avait répondu, eh bien ça, c'est la langue qu'on parle entre nous. Hein, vous voyez, pendant des mois, on avait suivi ce petit groupe, et puis là, ils nous dit ça comme réponse. C'est la langue qu'on parle entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on avait parlé jusque-là? Et peu après, j'ai profité de la venue de Paul Jouison à Paris, et Harry et moi, on l'avait invité à présenter ses recherches. Et les recherches de Paul portaient sur des histoires réelles ou imaginaires que se racontaient les grands élèves sourds de la rue de Marseille, où Paul travaillait sur un Bordeaux en tant qu'éducateur. Ce qui m'avait frappé, c'est que le petit groupe parisien était absolument ravi et qui semblait ressentir, en voyant les corpus sur lesquels travaillait Paul, enfin voilà quelqu'un qui s'intéresse vraiment à notre langue, à ses ressources et à ses spécificités. En ce qui me concerne, à l'époque, comme une fois obligé, je m'intéressais au vocabulaire de la LSF en essayant, comme cela était en train de se faire en toute l'Europe, de reproduire pour langue des signes européenne ce qu'avait fait William Stocky pour la SL 20 ans auparavant. C'est-à-dire démontrer que la SL était bien une langue parce qu'elle connaissait le phénomène de la double articulation. En bref, qu'elle avait un niveau de structuration équivalent à une phonologie. Et je m'étais lancé là-dedans, c'était un vrai casse-tête. On y arrivait très difficilement, et à condition, toutefois, de tordre les LSF dans le bon sens. À part les listes établies, alors là où ça ne posait pas de problème, les listes établies à partir de l'utilisation de mots français comme lundi, mardi, vous voyez, ça ne pose pas de problème. Mais c'est à peu près tout. Comme les jours de la semaine, je n'arrivais pas, par exemple, à trouver une seule véritable paire minimale garantie de cette deuxième articulation, sauf à écarter des éléments comme la mimique faciale. Alors voilà les tours de passe-passe qu'on réalisait. Bon, par exemple, on parle de l'opposition dans
formulation de qui et pas la peine, hein, on oublie complètement la mimique faciale. En fait, qui c'est ça et pas la peine. Bon, la mimique n'est pas la même, donc c'est pas véritablement le permis. Et j'avais commencé à douter de cette similitude d'organisation structurale entre LS, entre langue des signes et langue locale, tellement c'était difficile de trouver quelque chose qui ressemblait à l'unitaire. Mais il y avait cet axiome saussurien de la linguistique structurale. La langue est une forme, non-substance, avec une saussure. Autrement dit, quel que soit le canal de communication, c'est-à-dire la substance, la mise en forme, la structuration est la même. Hein, c'est le credo saussurien. Quelques linguistes, quand même, notamment des spécialistes qui travaillaient sur l'écrit, avaient commencé à mettre en doute cette affirmation, par exemple à partir des calligraphes ou de l'écriture égyptienne. Peu à peu, j'ai évolué moi-même quant à ce credo. Vous m'interrogeriez aujourd'hui sur ce point, je serais affirmatif. Je dirais même le contraire. La mise en forme n'est pas indépendante de la substance. Et la substance, c'est-à-dire le canal utilisé, conditionne un grand nombre de possibilités de mise en forme. À l'époque, je n'étais pas là, mais je commençais à mettre sérieusement en question ce postulat. En posant la question, et si le canal, les possibilités qu'il offre, tridimensionnalité spatiale, en plus de l'échelonnement temporel, et si l'utilisation du corps entier, et pas seulement les gestes des membres supérieurs, était vectrice de sens, donnant lieu à une multilinéarité de paramètres distincts. L'entrée purement linguistique, par son histoire même, favorisait le chronocentrisme. Les langues, pour être connues comme telles, se devaient d'être linéaires, discrètes, temporelles. Les catégories avaient été posées comme des indispensables, des verbes, des substantifs, des déterminants. Et c'était d'autant plus prégnant que les langues de signes étaient toujours des langues dominées au sein des langues locales nationales. J'ai complètement changé de point de vue et décidé d'abandonner mes recherches sur la phonologie de la langue. Et à l'exemple de Paul Jouison, j'ai choisi de travailler sur des récits, des narrations très iconiques et imagées, puis mon choix de corpus principal sur les histoires de Bouchot. En outre, je me suis posé des questions non pas purement linguistiques, mais venant antérieurement à la réflexion linguistique. Des questions de type sémiologique. Qu'est-ce que permet le canal visuel gestuel? En premier lieu, il ouvre une possibilité d'expression comme je viens d'expliquer, que n'offre pas l'utilisation exclusive du canal audio-phonatoire, ce qui aboutit assez vite à ce que je postule, une bifurcation de visée. Cette grande iconicité, en fait, elle est... Donc on a dû dire en montrant et dû dire sans montrer. Dire en montrant la grande iconicité, dire sans montrer les signes du lexique. Ou comme l'a encore mieux défini Brigitte Garcia, deux modalités utiles, l'une en montrant, l'autre sans montrer. Alors je terminerai sur plusieurs exemples qui illustrent ce qu'apporte l'adoption d'une approche sémiologique des langues des signes, comme préalable à une étude purement linguistique. D'abord, en ce qui concerne la table d'une interaction. Question, bon, c'est un petit numéro que je faisais il y a, il y a 6 ans, donc là aussi, excuse, si ça vous rappelle quelque chose, ce ne sera pas très neutre non plus. Bon, comment les sources appellent de loin? Comme ça? Ou comme ça? Bon, et si je fais ça maintenant? Qu'est-ce que c'est? C'est pourtant le même geste. Si je fais ça, c'est plus un appel, c'est autre chose. C'est un fou qui agite la main dans la rue ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qui garantit que c'est un appel? C'est le regard, et non pas ça. D'accord? Et c'est le regard dirigé vers le destinataire qui permet à celui-ci de s'identifier comme tel. D'où une erreur fondamentale d'une jeune linguiste, par exemple dans un colloque, c'était un colloque à Budapest, son exposé portait sur le regard en langue des signes américaine,
américaine, et elle continuait en disant que le regard, comme la voix, ne font qu'assumer la communication et sont donc non linguistiquement non pertinents. Mais c'est faux, parce que la direction du regard, à elle seule, permet non seulement l'accrochage de l'interaction, ça d'abord, mais en plus garantit l'identification de celui à qui est adressé le message. Il régit donc complètement l'interaction, ce que ne fait pas la voix. Autre exemple, très basique, à partir d'un transfert de taille, que voici. Je veux dire, en me baladant dans la rue, j'ai trouvé un objet, par exemple un diamant, j'ai trouvé un diamant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, hier, je trouve un diamant. Qu'est-ce que ça veut dire là? Rien. Ça ne veut rien dire parce que je ne regarde pas. Pour que ce soit, ça veut dire une taille, il faut que ce soit regardé. Alors là, deuxième rôle du regard, capital. Hein. Si vous ne regardez pas dans la grande iconicité les transferts de taille et les transferts de forme, ce ne sont pas des transferts. C'est des signes qui n'ont pas de sens. Alors, maintenant, la question, donc, c'est regarder, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand? Ni l'un ni l'autre. Ça veut dire comme ça. Hein, quand c'est regardé, ça veut dire comme ça. Parce que regardez ce qui fait que c'est petit et ce qui fait que c'est grand. Une fourmi, par exemple. Elle est grande, cette fourmi. Ben voilà. Donc c'est la même taille, mais ce qui fait petit ou grand, c'est la mimique faciale qui accompagne la présentation de la taille par le transfert. Bon, on y voit déjà plus clair. Rôle du regard, rôle des signes, rôle de la mimique faciale. Alors, du coup, aussi, j'insiste sur le fait que ces configurations de grande iconicité, on ne peut pas les assimiler à des objets, mais ce sont des tailles ou des formes, et qu'elles ne veulent dire que comme ça, qui est la fonction du montrer. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la linguistique, j'avais demandé à une interprète, et on était dans les années 70, les interprètes et les témoins d'avoir la même compréhension de la langue des signes, le même type de savoir. J'avais demandé à une interprète, à partir d'une histoire de l'ESF, cette histoire parlait de voiture. Qu'est-ce que cette configuration de la main voulait dire? Main plate, paume vers le bas. Et elle m'avait dit, c'est un autre signe pour voiture. Et c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Il s'agissait là, en fait, l'exemple était le suivant. Une rangée de voitures les unes à côté des autres. Et la preuve qu'il ne s'agit pas de voiture, c'est que ça peut être, par exemple, des feuilles de papier sur une surface plate. Donc c'est pas plus des voitures que des feuilles de papier, c'est une forme. Et une impression visuelle, comme ça, représentée et montrée par le regard du narrateur qui suit le développement de la forme. Ce qui en fait des voitures, c'est soit le signe lexical générique voiture, soit émis par le narrateur, soit le contexte, quand celui-ci peut suffire à expliciter. Je prends ensuite des exemples tirés de corpus d'énoncés qui concernent seulement les éléments lexicaux qui ainsi sont regardés. Dans le même corpus de Guy sur l'historique de la création des associations défendant la langue des signes. Et voilà ce que Guy dit. Alors, voilà. Autrefois, linguistique, je ne sais pas. Pareil, pédagogie. Embarras, un peu plus loin, il dit avant LSF, il n'y avait pas. Embarras de l'interprète. Hein,
l'interprète connaît très bien Guy, et elle l'entend dire qu'avant la langue des signes n'existait pas. Il ne peut pas avoir dit ça. Alors elle se raccroche aux branches, elle essaye de trouver une formule qui est plus convenable, mais elle ne voit pas ce qu'il fallait voir. C'est-à-dire que quand Guy fait cela, va tomber. Autrefois, linguistique, pointage, regard sur le signe, pointage, petit mouvement de bascule du corps au niveau des hanches. Pareil, pédagogie, là il n'y a pas le pointage, mais il y a le regard et le mouvement de bascule. Et l'autre, autrefois, LSF, regard sur LSF, même pas besoin de pointage, et à peine esquisser le mouvement de bascule. Donc, le regard porté sur ces signes fait basculer ces signes dans le méta. Qu'est-ce que voulait dire et que l'interprète n'a pas pu voir? Là, on était quand même en 89, mais on n'avait pas encore fait tous ces travaux sur le regard. Qui voulait tout simplement dire que autrefois, le signe qui voulait dire linguistique n'existait pas, nous ne l'avions pas encore inventé parce que c'est un néologisme, et le signe de pédagogie, c'était pareil, il n'existait pas. Et le regard a ce rôle fondateur pour faire passer d'un registre linguistique à un autre, en l'occurrence ici le registre métalinguistique. Et LSF, par exemple, LSF est regardé, Guy se réfère au début de cette époque, là, c'est-à-dire au début des années 70, où la LSF n'existait pas, c'est-à-dire que l'acronyme LSF n'avait pas encore été trouvé. Donc ça peut faire des contresens énormes. Hein, le regard ne peut pas tenir compte du regard. Bon, d'autres choses aussi assez... je ne sais pas combien j'ai de temps. Je peux 5-10 minutes. Bon, ça va. Merci. Oui, des signes lexicaux, des exemples intéressants sur des signes lexicaux qui s'intègrent dans des structures de grande iconicité. Comme quoi, donc, les deux peuvent être complètes. J'ai de nombreux exemples. Hein. Je vais vous en donner un qui signe la boule céleste. Et là, il fait le signe de l'étoile, bien sûr en le regardant. Donc ça, c'est un autre signe pour étoile. Il y a aussi celui-ci. Et il les place dans la boule céleste. Donc un signe lexical dans un transfert de forme. Même chose pour, il fait le signe de maison, voilà, et fenêtre sur maison. Le signe de fenêtre, c'est le signe lexical de fenêtre sur maison dont il a esquissé la forme. Ça veut dire qu'il est possible, dans une autre histoire, alors c'est un petit garçon tout seul qui suit un convoi funéraire tiré par un cheval. Et qui présente en tété le petit garçon, en train de marcher, voilà, très tristement, puis il le relaie par un transfert situationnel que voici. La main dominée représente la carriole, et Guy fait ça, tout en suivant, bien sûr, le déploiement de cette forme, hein, de ce transfert situationnel. Je me souviens, un sourd j'avais montré, parce que c'est toujours très intéressant de montrer, d'avoir des retours. Donc un groupe de sourds qui s'intéressaient à la langue des signes avait pu voir les histoires que racontait Guy, et je commentais les points linguistiques. Ces sourds étaient aussi bien formés. Il y en a un qui a dit, mais là il s'est trompé. Il s'est trompé parce que normalement, en grande iconicité, on doit avoir ça. Et pourquoi il s'était trompé? Parce qu'il avait mis ça. Hein, une personne seule qui suit ou bien il suit comme ça, oui, ou bien comme ça, qui suit une carriole,
Ça, en grande iconicité. Ce que venait faire ce pouce. Et donc, j'en ai parlé à Guy après, qui me dit, oh, bah, c'est un jeune, ils sont encore un peu trop jeunes pour comprendre un peu ce qu'elle dessine. Et il tout simplement voulu dire suivre. Donc, il a amputé suivre d'une main. Voilà, suivre. Il a amputé d'une main, c'est la carriole. Et là, suivre. Mais je lui ai dit, mais pourquoi il y a une différence? Il y a une différence entre ceci et cela. Quelle différence? Là, il suit. Là, il est juste derrière. Et puisque l'idée de suivre est importante, il sera toujours comme ça. Tandis que si j'avais fait ça, il aurait pu partir de ce côté-là. Hein, quitter. Voilà. Donc il est possible de mixer, comme il l'a affirmé, des signes génériques, puisque les signes Lexem sont de type générique, renvoient à la généricité, les structures de grande iconicité sont des structures qui renvoient à la spécificité. Bon, tout ça reste à explorer. On peut d'ailleurs se demander si le lexique perdait son iconicité, ces inclusions lexicales en grande iconicité seraient impossibles. Et plus encore, sans doute, le va-et-vient entre les deux visées, dire en montrant, dire sans montrer, serait sans doute très difficile ou voire impossible. Donc, gardons l'iconicité des signes. Sinon, je pense que là, on décide de courir à la catastrophe si on s'acharne à démanteler l'iconicité. Alors, et puis, on arrive par ces exemples-là, comme avec les néologismes, à un point qui est linguistiquement intéressant, qui est celui de la compositionnalité des signes lexicaux. Qu'est-ce qui est indispensable de conserver face à une évolution économique? Quels paramètres compositionnels représentent l'essentiel du sens? Je pense que ces deux questions-là n'ont pas fini de nous interroger. Est-ce qu'on pourrait pas voir à partir de l'évolution diachronique des néologismes qui opèrent sur un temps court, on a cette chance, la structure interne des lexèmes, qui serait composée de lexèmes pourrait être composée d'un ou deux morphèmes, le plus souvent iconiques, et qui sur lesquels pèserait la contrainte de maintien d'iconicité. Et pour les autres, que seraient les deux autres, les paramètres, par exemple l'orientation du mouvement, eh bien quelque chose qui est en quelque sorte un enrobage du signe, un enrobage et là qui aurait un rôle plus phonique, plus équivalent à un rôle phonique. Et qui ce serait sur ces lexèmes qui seraient moins, enfin, qui ne seraient pas véritablement porteurs de sens, ces lexèmes, et ce serait sur ces paramètres qui ne sont pas véritablement porteurs de sens que porterait la contrainte d'économie linguistique. Bon, cette approche sémiologique que j'ai tenté de présenter a subi des critiques, je le reconnais, et je vais profiter de ce moment pour y répondre. Ça peut sembler curieux, mais elles ne viennent pas de champs théoriques complètement distincts de celui dans lequel mon approche se situe. À l'exemple du courant générativiste, on ne s'est pas engueulé. Cela peut s'expliquer ainsi. On est tellement éloignés l'un de l'autre, on partage si peu au niveau de la théorie de l'apprentissage, du rapport langage-cognition, de la méthodologie d'enquête et de description, et on est tellement opposés aussi sur la postulation ou non d'une grammaire universelle donnée, que ça ne servirait à rien de polémiquer dans le cadre de la description d'une langue. La polémique se joue donc à d'autres niveaux, théoriques et épistémologiques. Mais en revanche, les critiques provenant de champs théoriques compatibles, plus compatibles, ont reproché d'avoir abandonné le champ traditionnel de la linguistique. Là, je ne suis pas entièrement en désaccord, comme je viens de le dire, j'ai adopté une approche sémiologique avant d'être linguistique, où je m'interroge en premier lieu sur les possibilités offertes par le canal iso-gestuel, très peu exploré par les linguistes, si tellement phonocentrés. Et que, à la suite de cette première approche, une analyse plus proprement linguistique est délivrée. C'est par exemple un peu le cas du volet de l'iconicité diagrammatique.
où on retrouve des notions propres à la linguistique, parce qu'à la sémiologie. On dit aussi que mes analyses relevaient plus du cinéma que de la description d'une langue. Bon, je vais faire un peu du mouvement. Non, c'est pas du cinéma. Il n'y a qu'un narrateur qui raconte une histoire. Hein. Il n'y a pas d'opérateur, de décorateur, il n'y a pas de décor, ni de cadreur, ni d'accessoiriste. Quand le narrateur raconte une histoire, il est seul et il dit et montre avec une langue qui est sa langue. Une histoire qu'il va raconter en 5-10 minutes, soit un temps linguistique et non cinématographique, qui lui s'échelonne sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire un film. Et quand il se lance dans un récit de film, avec un grand nombre de détails, ce narrateur va se prendre tout au plus quelques minutes, et non 1h30 à 2 heures, durée moyenne d'un film. En revanche, là où une comparaison peut être envisageable, et à laquelle je souscris, c'est dans la structure même de la narration. Les techniques narratives, dans les types de plans, plan d'ensemble, plan séquence, plan américain, gros plan, enchaînement de ces plans entre eux, les effets de zoom et de trapping. Mais tout cela tient à la nature du canal, à sa quadridimensionnalité et aux possibilités iconiques qu'il offre. On a pu dire aussi que mon travail sur la grande iconicité était assimilé à une analyse concernant la gestuelle verbale et illustrative des entendants. Il y a bien un point commun qui est la stratégie illustrative. Mais c'est à peu près tout, car dans la gestuelle verbale, où sont les structures récurrentes? Nous, entendants, illustre-t-on au moyen de structures communes à l'ensemble des locuteurs et découvre-t-on, suite à une analyse bien linguistique cette fois, en procédant à des commutations, des composants ultimes de ces structures, à savoir des unités minimales porteuses de sens? Ben non, parce que la gestuelle verbale illustrative est globalement holistique, ce que ne sont pas les structures de grande iconicité. Et puis je disais structure partagée par l'ensemble des locuteurs sourds de la LSF. Est-ce que c'est le cas de la gestuelle verbale des entendants? Non, d'un locuteur à l'autre, l'écart peut être considérable en quantité comme en qualité. On peut donc dégager de normes, ainsi que j'ai pu le faire en anglais français. Certes, il y a des différences individuelles chez les locuteurs de la LSF, mais elles résident dans la manière de raconter l'histoire. Oui, il y a de très bons narrateurs en LSF et des moins bons. Mais pour raconter une histoire, ils utilisent les mêmes méthodes de base, avec les mêmes composants. Le dégagement d'une norme nous met inévitablement sur la piste d'une langue, et non d'un accompagnement non linguistique et linguistique, qui est la langue vocale. Enfin, il y a des jugements de valeur qui viennent renforcer l'effectivité d'une norme. Imagine-t-on un entendant dire à un autre au sujet de sa gestuelle illustrative qu'il était trompé, ou bien la configuration de ta main n'était pas la bonne. Alors que lors des retours en groupe de locuteurs sourds, en représentation de corpus narratif en linguistique française, les remarques telles que il s'est trompé, il s'est gouré, il ne faut pas dire ça comme ça n'arrête pas. Voilà, je vais passer là-dessus. Voilà, je vais conclure. Il y a quelques années de ça, je parlais avec Patrice Dalle, on préparait un numéro d'une revue informatique consacrée à aux langues des signes. Et on parlait, puisqu'on se réunissait souvent à ce moment-là, je lui parlais de l'iconicité diagrammatique des langues des signes et de la ressemblance que les langues des signes, qui ne constituent pourtant pas une famille de langues, présentent entre elles comme un air de famille. Parce que on trouve, grosso modo, on retrouve beaucoup de structures semblables dans les langues des signes et les langues des signes qui n'ont absolument aucun rapport avec la langue des signes française. Alors j'allais dire à Patrice qu'il se pouvait que les langues des signes, par leur quadridimensionnalité, soient des langues non marquées, en tout cas moins marquées que les langues vocales. Que les langues des signes seraient un peu ce que le triangle quelconque est par rapport au triangle équilatéral. Et qu'est-ce qu'avait fait la linguistique? Exactement le contraire. Elle était partie du triangle équilatéral, c'est-à-dire de ce moyen de communication qui sont les langues vocales et qui utilisent un canal monodimensionnel. Donc, elles sont parties, les études linguistiques sont parties donc, du triangle équilatéral des langues vocales
et de la contrainte de la linéarité. Et on essayait de lui faire montrer le triomphe quelconque. Donc ça ne marche pas, c'est pas possible. Alors j'avais ajouté que si les nombres des signes ne se retrouvent indépendamment de la iconicité, c'est peut-être que leur quadridimensionnalité avait pour effet paradoxal qu'entre un nombre considérable de structures possibles, l'une d'elles se détachait vraiment des autres par son économie. D'où la ressemblance qu'elles peuvent avoir. J'avais fait une comparaison entre les 2D des routes, les deux dimensions des routes, qui nécessitent de faire appel à des solutions très différentes pour se rendre d'un lieu à un autre, virage, tunnel, pont, contournement, alors que l'avion, si on lui fait prendre de la hauteur, il passe en 3D et il bénéficie de la ligne droite sans obstacle. Et là, Patrice m'avait répondu, tu sais, c'est comme en mathématiques. Quand un problème est très, voire trop complexe pour pouvoir le résoudre, on le simplifie comment? Eh bien, on le simplifie en rajoutant une ou plusieurs dimensions. Et là, on était bien d'accord. Alors, je fais un appel aux matheux. Je crois que là, vraiment, il y a peut-être un travail intéressant qui les attend à partir de la réflexion de Patrice. Voilà, je vous remercie. C'était un plaisir. Bonjour à tous, je viens de Bretagne et j'avais une question à M. Cuxac. Dans les années 70-80, l'unicité était très présente dans la langue des signes. Et je trouve que depuis les années les plus, depuis peu, on voit de plus en plus une langue des signes qui s'est très fortement lexicalisée ou avec de la dactylologie. La dactylologie, on ne la trouvait pas du tout à l'époque et on la trouve de plus en plus. J'ai l'impression qu'on renie un petit peu la technicité au profit de la dactylo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est passé aux États-Unis où la dactylologie est employée. Oh, pardon. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis où la dactylologie est employée et constamment. J'ai vu par exemple, c'est un exemple de linguistique, comme une phrase correcte, quelqu'un qui lit un livre, to read book, et to read, donc se fait comme ça si c'est un livre, voilà, livre, ça c'est tout à fait normal, mais un exemple est cité où on a affaire à une phrase considérée comme faisant partie de la SL, qui est to read. Alors il n'y a même pas besoin de se balader parce que c'est dit en dactylologie B2OK. Vous vous rendez compte, le mot livre est dactylologisé et c'est considéré comme un exemple de linguistique de la langue des signes américaine. Bon, voilà, il faut éviter ça. À mon avis, il faut éviter ça. J'ai essayé de défendre l'idée que... et puis, il faut trouver l'origine de cette... et se battre contre l'origine de cette stigmatisation de l'unicité. D'où ça vient? Tout à l'heure, j'ai dit, bon, les linguistes se sont laissés influencer par les pédagogues qui travaillaient en milieu oraliste et
et qui dénonçait l'iconicité complètement à tort. Les oralistes se sont servis de l'iconicité des signes comme bouc émissaire. C'est eux qui ont abruti des générations d'enfants sourds, et bon, il fallait un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'était la faute de la langue des signes et son iconicité. Ça, c'est très clair. Alors, là où j'en veux un peu aujourd'hui, c'est que beaucoup ont cru à ça. Il faudra qu'on ne sait plus le cas maintenant, mais il y a toujours déjà un soupçon de est-ce que c'est bien abstrait. J'étais allé au Japon. Je vous fais voyager. Invité par des linguistes qui découvraient, des linguistes et des pédagogues qui découvraient la langue des signes. Le Japon avait un retard assez considérable en matière de linguistique par rapport à la France, et par rapport aux États-Unis aussi. Vraiment, bon, je passe, mais ils étaient plein de bonne volonté, vraiment. Ils avaient créé une première école bilingue, là-dessus c'était génial. Je leur montre le corpus de Chauveau. Heureusement, ils avaient invité en même temps que moi une linguiste américaine qui s'occupait de la formation des interprètes à Gallaudet. C'est une entendante, et je ne la connaissais pas. Je ne savais pas trop ce qu'elle allait dire. Enfin bon, c'est sympa comme ça, c'est merveilleux. Et puis, je montre les histoires de Guy Chauveau, notamment le match de football, l'enterrement, là, je vais vous donner un exemple. Les enseignants japonais sont très très perplexes, très sidérés, et me posent la question, est-ce que c'est bien de la langue des signes? Vraiment, voilà, cette première impression. Heureusement, cette interprète américaine, qui est aussi linguiste, dit, moi j'étais gêné, parce que j'ai dit, bien sûr que c'est de la langue des signes, mais bon. Et elle vient à mon secours, et elle dit, ce que vous venez voir, c'est vraiment le top niveau de ce qu'on peut imaginer en langue des signes. Ouf, à Gallaudet, maintenant, il pense ça. Donc peut-être que ça va, voilà, mais c'est un combat, c'est un vrai combat. Bonjour. Par rapport à votre introduction, vous avez parlé du fait que les enfants sourds, quand ils naissent, ils ont une construction très visuelle de leur pensée. Et je pense que quand ils sont dans un milieu très fortement signant, que l'enfant soit sourd ou entendant, il baigne dans ses pensées visuelles, et ce qui permet justement de certains des signes très forts. Je pense aux enfants de parents sourds, par exemple. Je vois qu'un enfant de 8 ans qui est entendant mais immergé dans une langue des signes familiale très forte. Je me rappelle une fois où le père avait dit à la fille qu'il devrait avoir des super notes, des notes bien plus élevées. Et l'enfant avait fait un signe avec en montrant son regard et en le montant très haut, comme si c'était des lunettes, en disant j'ai pas envie de devenir une intégrante. En fait, elle a utilisé aussi une lunette très élevée comme étant l'équivalent d'un théo, et elle l'a fait très spontanément. Donc je ne pense pas que ça soit une question de four en commun, mais une question d'environnement. L'apprentissage d'une langue par l'enfant, par imprégnation, il n'y a rien de tel. D'abord, il n'apprend pas par règle. Une langue 2, on l'apprend par règle. On l'apprend disons par un biais métalinguistique. L'enfant, lui, il n'a pas d'explication. Il n'entre pas métalinguistiquement dans sa langue. Il est capable de faire des... Mon petit-fils, l'autre jour, ma fille, il avait 90 ans à ce moment-là, ma fille lui dit tiens, je vais aller faire des courses. Qu'est-ce que tu vas faire comme course? Je vais aller à la pharmacie. Tu vas faire à la pharmacie. Je vais acheter du gel hydroalcoolique. Et là, j'aime ce mot. Voilà, l'enfant a l'enfant sourd du même âge que je vois son signe. Il était dans le début des expériences bilingues à Toulouse.
l'époque de Trabier, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Son signe, c'était ça, sur la tête. Hein. Et puis j'ai vu, il avait fait son signe, et puis il a fait demande, et puis ensuite il a fait maison. Enfin, voilà, il était en train de jouer métalinguistiquement avec sa langue. Mais l'apprentissage pour communiquer, l'apprentissage se fait sans règle. Hein, et par imprégnation. J'ai remarqué que, par exemple, j'avais commencé à travailler sur le regard. Donc, le regard n'était pas tellement utilisé à ce moment-là. Et des sourds, des locuteurs sourds comme lui, par exemple, spontanément, utilisaient, dès qu'il y avait l'idée de penser, son regard partait vers le haut. Très vite, et retombait. Et quand il voulait dire croire, le regard partait vers le haut et restait sur la proposition. Voilà. J'avais plusieurs exemples où le regard seul, sans qu'il fasse le signe de penser, sans qu'il fasse le signe de croire, le regard seul était suffisant pour croire, penser. Voilà. Le regard suffisait. Bon, maintenant, qui le faisait parmi les interprètes? Personne, sauf les interprètes qui avaient des principes, parce qu'ils avaient appris la langue, comme dit, il avait pu l'apprendre lui-même par imprégnation. Je témoigne de le fait que tu étais un des seuls à le faire. Voilà.